Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge et ce bilan servira aussi de bilan lecture pour le dernier mois du Pumpkin Autumn Challenge, à savoir le mois de novembre. Et c'est parti! Je me munis donc pour ce bilan de mon bullet journal précédent dans lequel j'avais écrit l'ensemble des lectures et puis on va dérouler. Le premier menu, il s'agissait de l'automne frissonnant et la première sous-catégorie s'intitulait Gare, gare à la main de gloire et j'y avais mis le cercle des derniers libraires. Bonne nouvelle, je l'ai lu. J'ai hyper bien préparé ma vidéo, du coup j'avais pas le livre sous la main. Du coup, il s'agit du cercle des derniers libraires, écrit par Sylvie Baron et publié chez J'ai lu. Ce petit livre raconte l'histoire d'un d'un journaliste en tout cas, qui a eu un grave accident quand il était à vélo. C'était un grand féru de vélo, un très grand sportif. Du coup, grave accident, il a fallu s'en remettre physiquement, mentalement. Il est encore en période de convalescence et son ancien, ou plutôt son patron d'ailleurs, va lui proposer de travailler sur une rubrique qu'il n'a pas vraiment l'habitude de travailler. C'est plutôt une rubrique fait divers cette fois, puisqu'il y a plusieurs libraires qui se sont fait assassiner le 20 de chaque mois. Donc ouais, il y a un petit truc derrière tout ça. Son patron va l'envoyer faire cette enquête. Lui, il est pas trop à l'aise parce que la lecture et les livres, c'est vraiment pas son truc. Les enquêtes, encore moins parce que lui, il est journaliste sportif. Mais il va se prendre au jeu et il va notamment rencontrer Emma, jeune libraire de Saint-Flour, qui a monté le cercle des derniers libraires, dont 3 de ses membres ont été assassinés. Je vais en rester là dans mon résumé parce que sinon je pourrais vous raconter toute l'histoire. J'ai passé un super moment de lecture en compagnie des personnages, en compagnie aussi d'une plume qui aime décrire la région. C'est une région que je connaissais pas forcément, mais je m'y suis rendue puisque j'ai des amis qui ont une maison de famille là-bas cet été et c'est pour ça que j'avais acheté ce petit livre qui m'avait intriguée. Et j'ai beaucoup aimé redécouvrir la région à travers la plume et les yeux de l'autrice. C'était passionnant. Et puis franchement, au-delà d'une enquête, c'est surtout une ode au métier de libraire. C'est très beau, c'est très chouette, c'est très doudou, ça se lit très bien. Alors oui, Gare, gare à la main de gloire, on était plutôt dans le thriller, le policier. Là on a un petit côté policier, mais clairement c'est du cozy murder ou cozy mystery, je sais plus comment on appelle ça, parce qu'on passe un très bon moment et voilà, tout ce qui est un petit peu meurtre ou enquête est quand même un petit peu au second plan. Seule déception la fin parce qu'il n'y avait pas un twist absolument hyper original, mais franchement c'est largement rattrapé par le fait qu'on passe un excellent moment en compagnie de ce livre. La deuxième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de n'importe quoi, j'allais vous le lire à la française. Donc on reprend. Double, double, toil and trouble. Il fallait lire quelque chose autour des sorcières, pièces de théâtre, prophétie, tragédie. Moi j'ai lu Isana, que je n'ai plus avec moi, et vous savez ce que ça veut dire. Soit je l'ai prêté, soit je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné, enfin non, comment dire, je l'ai redonné derrière. Isana, on raconte l'histoire d'une jeune femme un petit peu maudite parce que elle est née sous le signe du cheval de feu et en plus elle est laide. Et donc elle aurait dû être tuée, mais une jeune femme une femme veuve va la garder sous son aile et va l'élever cachée de tout un village, alors qu'on est dans un petit village japonais où clairement tout se sait. C'était une histoire, le résumé que je vous fais là, c'est pas du tout le résumé qui est en 4e de couverture. C'est pas du tout non plus l'accroche qui est... L'accroche nous laissait deviner un petit peu une histoire autour d'une femme qui aurait des pouvoirs et qui pourrait changer de visage. Et bon, on n'y est pas du tout. Enfin, on va découvrir ça et ce côté magique un petit peu plus tard, mais très tardivement en fait dans l'histoire, voire à la toute fin. C'est vraiment le dernier quart du livre. Le reste a été un petit peu lent, un petit peu... Voilà, j'ai clairement pas passé un super moment de lecture parce que moi j'attendais quelque chose de très magique avec vraiment une sorcière et le développement qu'il pouvait y avoir autour de ça. Et non, ça va être un cheminement très long pour arriver enfin à ce qui nous est décrit et du coup spoilé dans le résumé ou dans l'accroche du livre. Parce que vraiment la voleuse de visage, on n'en voit pas la couleur avant très longtemps. Donc clairement ça a été une déception. Il a attendu longtemps dans ma file à lire pour en sortir
et puis finalement sortir définitivement de mes bibliothèques. Mais que voulez-vous? Au moins je me dis, je l'aurais lu parce qu'il me faisait quand même envie. Il y a quand même des histoires qui sont intéressantes et on s'appuie sur un folklore japonais qui est assez intéressant et qui moi me passionne. Mais franchement, c'était pas la lecture du siècle, donc je vous le recommande pas spécialement. Et dernière sous-catégorie de ce menu automne frissonnant, on avait le folklore de Chip 'n Dale et j'y ai lu Grisha, le tome 2. Grisha, le tome 2, je vais pas vous faire l'affront de vous le résumer, enfin l'affront, je vais pas vous résumer le tome 2 parce que sinon clairement je vais vous spoiler le tome 1, mais ce que je peux vous dire du tome 1 c'est qu'on est dans un univers de fantasy, on est au royaume de Ravka, où les Grisha sont un peuple un petit peu à part puisqu'ils ont des pouvoirs. On va avoir ceux qui peuvent commander au vent, ceux qui peuvent commander à l'eau, au feu. On a aussi ceux qui peuvent influer sur votre physique, soit à l'intérieur, soit plus à l'extérieur. Et puis quelques autres, notamment le Darkling qui lui va avoir un pouvoir sur l'ombre. Et on va découvrir notre jeune Alina qui jusque-là faisait partie de l'armée basique et va découvrir en traversant le Fold qui est une espèce de non-mère, c'est comme ça qu'on l'appelle, toute noire, pleine de bestioles terribles. Bref, et il va y avoir un peu un accident là-bas et elle va découvrir qu'elle est l'invocatrice de lumière. L'invocatrice de lumière c'est celle qui est censée sauver Ravka du Fold, de cette non-mère qui coupe en deux le pays, qui en fait un pays un petit peu compliqué à gouverner et à garder tous ensemble. Et elle va partir dans des aventures pas possibles, elle va découvrir le monde des Grisha auquel elle n'était pas du tout habituée puisqu'elle était simple humaine entre guillemets. Elle va être un peu manipulée, elle va être adorée. Ce second tome m'a vraiment énormément plu. Dès les premières pages, je me suis replongée avec grand plaisir dans cet univers. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un univers de fantasy qui est bien construit, qui happe le lecteur vraiment à chaque page. Moi, ça m'a passionnée. Effectivement, ce deuxième tome, il y a un petit peu un ventre mou qui moi m'a pas dérangé parce que c'était quand même de la construction d'univers, on apporte des éléments en plus qu'il n'y avait pas forcément dans le tome 1. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il se passe pas grand chose et on est quand même face à Alina qui est un petit peu entre le Darkling et son meilleur ami. Donc on est un petit peu entre les deux, mais il y a une bataille finale de ouf qui rattrape un peu toute l'histoire, enfin tous ces passages un petit peu plus mous. J'ai quand même passé un super moment, Grisha reste une saga que j'adore absolument et j'ai le tome 3 qui a rejoint ma palle il y a peu. Donc j'espère vraiment pouvoir le lire et terminer la saga Grisha pour enfin me lancer dans King of Scars. Ah oui, et j'ai pas dit aussi, dans ce tome, c'est là qu'on découvre Nikolai, et Nikolai c'est franchement un personnage du feu de Dieu, j'étais trop contente. Et voilà, alors aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai quand même terminé le menu automne frissonnant qui est normalement pas du tout mon menu de base. Vraiment c'est le menu que je termine la plupart du temps jamais. Et du coup j'étais très étonnée de le terminer. Deuxième menu, on a l'automne douceur de vivre et en premier j'avais la sous-catégorie It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Et juste sur la thématique de l'automne, j'avais pris Anne de Green Gables. Parce que pour moi, Anne arrivait en automne. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Du coup, je ne vous ferai pas l'affront de vous le redire. Mais ça a été une très belle lecture qui m'a un petit peu rentrée dans le mood automnal. J'ai découvert Anne et je suis fan d'elle. J'ai déjà la suite qui m'attend dans ma pile à lire. Les couvertures sont un peu plus printanières, voire estivales. Donc il est possible que je me raccroche juste à cette petite chose pour ne les lire qu'au printemps et cet été. Mais très clairement, c'est une découverte absolument incroyable. Que voulez-vous? Un des plus gros coups de cœur de ce Pumpkin Autumn Challenge. Alors jusqu'ici, je vous présentais que des livres que j'ai lus, mais rassurez-vous, je n'ai pas non plus terminé mon Pumpkin Autumn Challenge, ça aurait été trop beau. Et du coup, la deuxième sous-catégorie s'intitule Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Biyaki Panja, je sais plus comment on appelle ça. Et ici j'avais mis L'île aux mensonges de Frances Hardinge, publié ici dans l'édition Folio Junior. Ça n'a pas été lu, mais en même temps fallait s'y attendre, forcément il y avait des livres que je n'allais pas lire. Je le garde hein. Ça ne m'empêche pas de le garder dans ma bibliothèque, mais très clairement j'espère le lire une autre fois, peut-être l'automne prochain. Et ensuite, la deuxième sous-catégorie s'intitulait Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. On était plus sur du feel good. J'y avais mis Chloé des loups.
se menir ses cheveux. J'avais mis Chloé des loups de Alexandra Huguetto, c'est publié chez la collection R, je ne l'ai pas lu, mais c'est pas grave, je le garde quand même au chaud dans ma pile à lire et je le lirai à un autre moment. Il y avait également dans cette sous-catégorie, chose rare puisque normalement j'avais mis qu'un livre, Aria le tome 7, je vous en ai déjà parlé dans un update lecture, ça a été lu, ça a même été lu lors de mon voyage à Venise, ça a clôturé la saga Aria pour moi, ça a été un énorme coup de cœur, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur pour une série en manga, c'était absolument génial, j'ai adoré. Bref, c'était trop bien et ça a bien été lu. Troisième sous-catégorie de l'automne douceur de vivre, on avait... non, c'est la quatrième, pardon. J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu, pour lequel j'ai lu Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones. C'est publié chez Inis Éditions, ça a été une très belle découverte. Encore une fois, Le Château de Hurle, c'est le livre qui a inspiré Miyazaki pour Le Château ambulant, qui est mon Miyazaki favori, il faut bien le dire. J'ai découvert une histoire qui commence vraiment comme le dessin animé de Miyazaki, donc du coup j'étais en terrain inconnu, etc. Et puis il y a un moment, il y a une bascule qui se fait et je trouve celui-ci un petit peu plus lumineux, un petit peu moins sombre que ce qui peut se passer dans Le Château ambulant. Donc du coup ça m'a pas du tout déplu, c'est juste que j'ai découvert au fur et à mesure une autre histoire, ça m'a énormément plu. Vraiment, ça a été une très très bonne lecture, un très joli petit coup de cœur et j'ai hâte de découvrir la suite. Dans cette sous-catégorie, on avait également Spy Family, le tome 3, c'est un manga publié chez Kurokawa, j'ai lu, j'ai adoré. Donc on résume, pour l'automne douceur de vivre, il y a 2 livres qui n'ont pas été lus, mais sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 6, le ratio est pas trop mal. Bon, on passe à l'automne enchanteur. L'automne enchanteur, la première sous-catégorie s'intitulait La lunette de Pierre Extra quand on peut voir ce qui ne se voit pas. Et pour le côté nature writing, j'avais mis Martin Eden. Le voici, le voilà. Martin Eden, si vous avez vu ma vidéo pâle du Cold Winter Challenge, il n'est pas lu, mais il est dans une nouvelle pile à lire et j'espère bien l'en sortir un jour. Ensuite, pour la sous-catégorie nom d'une dune, j'avais mis Autre Monde et ça n'a pas été lu, mais encore une fois, je trouve que comme mon Pumpkin Autumn Challenge a pas été trop mal d'un point de vue des lectures que j'ai finalement faites, je m'en veux pas de pas l'avoir encore sorti, j'ai tout le temps de me plonger dans cette série. Enfin, dernière sous-catégorie, on avait Princesse et j'y ai lu La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby, c'est publié chez Marabule et ça a été un tellement beau coup de cœur. Je sais que ce roman graphique a plu à énormément de personnes, il avait fait beaucoup de bruit au moment de sa sortie et c'est pour ça que je me l'étais procuré. Et il avait attendu longtemps dans ma pile à lire et je m'étais dit oh c'est pas très grave, il en sortira un jour. Puis petit à petit j'ai un petit peu oublié toute la hype qu'il y avait autour. Et du coup c'était le bon moment pour le prendre. Ça a été une lecture doudou, ça a été magnifique, magique. J'ai trouvé que c'était doux, c'était beau, j'ai adoré les dessins, à la fois ceux de Manon Desvaux et ceux de Lou Luby, puisque à chaque fois on a une double page qui décrit ce qui se passe ici, je crois que c'est en France et de l'autre côté au Canada. Dans des couleurs différentes et il y a un moment c'est hyper pertinent mais les couleurs vont commencer à se croiser et en fait ce qui va représenter l'une va s'inscrire dans l'univers de l'autre. C'était hyper bien construit, c'était hyper bien foutu, ça a été franchement mais une lecture de fou malade. Je vous le recommande vivement si vous faites pas forcément partie de ceux qui l'avaient découvert à sa sortie. Bon du coup l'automne enchanteur sur 3, j'en ai lu qu'un. Le ratio est un petit peu moins bon. Et alors là, ratio encore pire que tous, l'automne des mystères, puisque le destin perdu, j'avais mis La voleuse de secrets que je n'ai plus dans ma bibliothèque. En fait, suite à ma déception sur Isana, je me suis beaucoup posé la question et je me suis dit non, La voleuse de secrets, en fait, j'ai plus envie de le lire aujourd'hui. Et donc du coup, je l'ai mis en boîte à livres, tout simplement, pas très loin de chez moi, parce que j'avais pas envie. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ensuite, il y avait Les ruines de l'Atlantide. Pour Les ruines de l'Atlantide, j'avais mis Carbone et Silicium qui attend dans ma palle depuis bien trop longtemps. C'est un Mathieu Bablet. C'est publié dans la collection, dans le label 619 de chez Ankama, que j'aime beaucoup et j'adore ce que fait Mathieu Bablet. Mais Carbone et Silicium me fait un peu peur, me fait un peu peur. C'est juste que Shangri-La, ça avait été une lecture coup de poing. J'avais lu La Belle Mort aussi, gros coup de poing aussi. Et en fait, je sais que les ouvrages de Mathieu Bablet sont comme ça et vous prennent aux tripes et à la gorge et
même s'ils sont incroyables, ils vous font un peu de mal quand même à l'intérieur de vous et il faut être dans des dispositions un petit peu particulières dans lesquelles je ne me suis absolument pas sentie cet été, donc du coup bah il n'est pas encore lu, mais ne vous inquiétez pas, il sortira un jour de cette pile à lire. J'ai un peu la flemme d'aller chercher tout en haut de ma bibliothèque, mais dans la troisième sous-catégorie de ce menu Automne des mystères, on avait en avant Yvette Tempête et j'y ai lu Le rêve de Ryosuke de Durian Sukegawa. C'est publié chez Le Livre de Poche. Je sais plus, je crois que c'est Le Livre de Poche. Ça a été une super bonne lecture, je vous en ai déjà parlé dans un précédent update lecture. Je me suis retrouvée au Japon dans cette ambiance un petit peu spéciale des îles. C'était vraiment super chouette, j'étais très heureuse de redécouvrir l'écriture de Durian Sukegawa et en plus ce petit truc gustatif que j'attendais pas parce que du coup il est moins évident que dans les délices de Tokyo au premier abord. Bref, ça a été une super lecture, j'étais trop contente. Et ensuite, dans le cabinet des curiosités, j'avais mis deux choses. Le premier, j'essaie de le récupérer derrière moi, c'était Grand Silence de Sandrine Revel et Théa Rochman. C'est publié chez Glénat. Et ça, c'est un petit peu la même raison que pour Carbone et Silicium. Je pense qu'il faut quand même être dans un état d'esprit assez particulier pour le lire, puisqu'on va parler de violence et de violences sexuelles commises sur les enfants. Donc autant vous dire qu'il faut être prêt et je ne l'étais pas du tout cet automne, donc je l'ai mis de côté mais ce n'est absolument pas grave. Et le deuxième livre que j'avais mis, c'était de terminer La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. C'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture, il est là-bas donc je vais pas le chercher. Mais La maison dans laquelle, j'ai passé mon été dessus, j'ai lu une bonne moitié quand même. Mais c'est une lecture spécifique. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas mystique ni rien, hein, rassurez-vous, mais moi dans ma lecture de ce livre, je suis un petit peu... déjà j'ai mis du temps à m'y mettre. Et quand j'ai senti la porte de la maison, on va dire, s'ouvrir, j'y suis allée. Et il y a eu un moment dans ma lecture où je l'ai senti se refermer un petit peu et je me suis dit que ça servait à rien de forcer. Parce que c'est une histoire très particulière, c'est un univers extrêmement particulier. J'ai pas d'autres termes en fait malheureusement à vous donner, mais c'est quelque chose de spécial et je me dis que j'aurai d'autres occasions. La porte de la maison va se rouvrir un petit peu pour moi et ce sera le moment de m'y réengouffrer et de me replonger dans l'histoire. Et c'était pas le moment là très clairement, donc je ne l'ai pas fait. Ce qui fait que l'automne des mystères est une catastrophe puisque sur 3, 4, 5 livres je n'en ai lu qu'un. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cet update, enfin ce petit bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge. Comparé à celui de l'année dernière, je trouve qu'il est vraiment pas mal parce que je me suis beaucoup tenue à ma pile à lire et j'y avais mis vraiment des titres que j'avais envie de lire. C'est juste que j'ai pas forcément lu énormément pendant tout cet automne. Alors que mon Cold Winter Challenge, mais alors commence sur les chapeaux de roue. Donc voilà, c'est aussi la période qui voulait un petit peu ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge, s'il était selon vous, encore une fois, réussi, parce que vous êtes seul juge. Et dites-moi s'il y a eu des livres qu'on a lus en commun, ce serait rigolo d'échanger là-dessus. En tout cas, moi, le Pumpkin Autumn Challenge, ça reste un challenge que j'adore et que je referai avec grand plaisir l'an prochain, mais sans doute sur ce même modèle de prendre un seul livre par sous-catégorie, grand max un livre et un graphique. Parce que du coup, le sentiment à la fin est que j'ai quand même terminé un menu, ce qui m'est absolument jamais arrivé depuis que je participe à ce challenge. Depuis d'ailleurs sa création. Donc voilà, il y a un côté un petit peu plus sympa de me dire que là j'ai terminé quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à venir papoter en commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de faire de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!